ce pays tel qu'il est là aujourd'hui engendre beaucoup de frustration et beaucoup de rancœur. Et ces frustrations et ces rancœurs sont un ferment, sont un ingrédient, sont un terreau d'explosion. C'est pour ça que je crois qu'il est malheureux pour ce pouvoir qui, 42 ans, essaie de maintenir le peuple congolais dans la peur. Tout ce que Okongakala fait, M. Perrin, n'est autre que la description ou le déroulement naturel de l'installation, de l'accentuation de la peur chez les Congolais, de telle sorte que personne ne puisse bouger. Et dans le même temps, au sein des pays occidentaux, on nous dit, mais les Congolais ne sortent pas. Comment voulez-vous qu'on dise que ça ne va pas? Et encore, parce que vous vous dites qu'il n'y aura pas élection. Et vous parlez d'une transition politique, structurelle et apaisée. Qu'adviendra-t-il finalement si on arrive jusqu'à l'élection présidentielle? Vous savez, j'ai déjà dit ceci, que le départ de Denis Sassou Nguesso est acté. Quand quelque chose est acté, on ne revient plus en arrière. Oui, c'est vous qui le dites, mais lui, il est déjà là, il est en pleine, comment dire ça, en pleine campagne. Il est en pleine campagne. Pour lui, tout ce qui se dit peut-être à côté se dit, ben, comme d'habitude, il va forcer le passage et après, une fois qu'il a proclamé, comme qui dirait, ces résultats qu'il a en poche, vous allez capituler à ce moment-là? Vous savez, je redis ceci, même si c'était quelqu'un d'autre qui était à sa place, il ferait ça. Mais je tiens à vous redire ceci. On peut inventer l'histoire que l'on veut imprimer, mais il y a des faits qu'on ne peut pas inventer. Parce que les faits restent les faits. Vous avez cité deux partis, le PCT, un parti stalinien, comme je l'ai déjà dit, et le CNR, je crois. Il y a des questions de principe et de fond qui n'ont pas trouvé leur réponse. Une première question qui a été aussi révélée par le général Norbert Dabira au cours de son procès, en disant, je cite, « C'est Nyangambwala Ngatse qui a remis les armes à Ntoumi. » Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à R7 et bienvenue dans ce tout autre numéro Droit de savoir avec Modeste Boukadia, président du Cercle des démocrates et républicains du Congo, le CDRC. Bonjour Modeste Boukadia. Bonjour, Monsieur Perrin. Encore un plaisir de vous compter parmi nous sur R7. Modeste Boukadia, vous le savez comme tous les Congolais que la campagne de répression s'intensifie au Congo-Brazzaville à 8 mois de la prochaine élection présidentielle, notamment celle de mars 2026, si tant est qu'elle aura lieu. Alerte sur la restriction méthodique et programmée de l'espace civique et démocratique à l'approche de l'élection présidentielle de mars 2026. Le consortium des associations pour la promotion de la gouvernance démocratique et l'état de droit, CAPIGED en cycle, au nom des organisations membres, est très préoccupé par la multiplication systématique et de plus en plus exacerbée d'actes arbitraires,
de violation des droits humains et de restrictions graves des libertés fondamentales, politique motivée de la part du gouvernement et de ceux qui agissent en son nom en République du Congo. En effet, à 8 mois de la prochaine élection présidentielle, pour la bonne tenue de laquelle toute l'opposition politique et la société civile indépendante exigent une amélioration préalable du dispositif institutionnel et législatif de la gouvernance électorale en vue d'un scrutin libre, démocratique et transparent. Toutes les voix discordantes contestant les politiques publiques en cette matière sont systématiquement et méthodiquement réprimées en vue de les réduire au silence et de leur structure à l'inaction. Soldats, politiques, hommes de droit, syndicalistes, personne, mais en tout cas personne n'est épargné. Si vous n'êtes pas assassiné froidement comme le colonel à la retraite Atao Sété Mathieu, vous êtes kidnappé, séquestré, torturé et même empoisonné comme Lassi Mbouiti, ou enlevé, séquestré pendant des dizaines de jours, puis accusé d'atteinte à la sûreté de l'État comme Maître Bob Kaben Masuka. Hier encore, vendredi 25 juillet 2025, nous apprenions que le syndicaliste Zébal du CHU de Brazzaville a été kidnappé par des agents de la tristement célèbre CID, la Centrale d'intelligence et de la documentation anciennement DGST, à 2 heures du matin. Voilà qui a mis le personnel de ce centre hospitalier en ébullition, que je vous propose de suivre en images. Modeste Foucadia, lorsque vous avez tous des corps, et depuis un certain moment, nous sommes à 8 mois de l'élection présidentielle, si tant est qu'elle aura lieu, parce que vous nous dites ici tout le temps qu'elle n'aura pas lieu. D'abord, ce climat délétère de répression, s'il faut le dire comme ça, systématique et sauvage. Votre premier commentaire. Ah oui, M. Perrin, c'est triste, parce que là, on voit la vraie image du PCT. C'est le même PCT qui est de retour avant la conférence nationale souveraine. Quand nous disions que le PCT n'a jamais mué, que nous nous retrouvions dans la République populaire du Congo, les gens faisaient la moue. Mais là, tout ce narratif, tout ce que nous voyons, c'est le fonctionnement normal d'un parti stalinien. Et le PCT en est un. Et je dis par là aussi que, vous savez, il y a un proverbe qui dit « qui se ressemble, s'assemble », que tous les membres du PCT sont identiques. Ils sont pour le non-développement du pays, ils sont pour la violence du pays, ils sont pour la liquidation pure et simple du Congo. C'est leur ADN. Quand on voit en 2025 le fonctionnement du PCT, on se remémore ce qu'était l'époque de l'Union soviétique. Vous savez ce qui s'est passé au pays avec cette période dite révolutionnaire. Dès que tu murmurais le nom du chef, tu étais liquidé. Et là, au Congo-Brazzaville, maintenant, dès que tu parles pour ton dû, parce que tu as exercé pendant 1 mois, tu as droit à un salaire, on vient t'enlever.
Et d'ailleurs, pardon, Modeste Boukadia, pendant que vous dites ça, ça me rappelle un peu le discours de Denis Sassou Nguesso. C'était le 28 novembre 2024, j'ai bonne mémoire, où il disait, en fait, il qualifiait les travailleurs qui revendiquaient leurs droits sociaux, c'est-à-dire ceux qui partaient en grève. euh, pour lui, c'était des anarchistes. Je vous propose de suivre d'abord cet extrait et on revient sur le plateau. C'est ici le lieu d'appeler l'attention de certains de nos compatriotes qui, du fait des difficultés conjoncturelles rencontrées, se sont engagés dans des grèves anarchiques, mettant en péril leurs entreprises ou leurs administrations. Alors, Modeste Boukadia, vous disiez tout à l'heure que même lorsque vous revendiquez votre salaire, vous devenez quelqu'un à battre, en fait, à enlever, parce que c'est ce à quoi on a assisté hier vendredi, où l'intersyndicaliste, je l'ai dit tout à l'heure, Zebal du CHU a été enlevé à 2 heures du matin en plus. Oui, justement. Vous savez, je redis, ça c'est le fonctionnement d'un parti stalinien, qui est le PCT, et donc qui nous a ramenés à la République populaire du Congo. Parce que les jeunes qui font souvent alliance au PCT, qui ne savent pas ce que c'est, ils ont là l'exemple. Pour ce qui est de ce pauvre syndicaliste. Et ce qui m'étonne de Denis Sassou Nguesso, de M. Sassou, c'est que lorsqu'il a revendiqué les clés du Congo à la France, je cite Denis Sassou Nguesso, prenez tout ce que vous voulez à la condition de payer les fonctionnaires. Alors, quand un fonctionnaire réclame ce que la France lui doit, ça devient un problème. C'est bien Denis Sassou Nguesso qui avait dit à la France, prenez tout ce que vous voulez, à la condition de payer les fonctionnaires. Mais je C'est-à-dire, crois que... attendez, Monsieur Boukadia, Denis Sassou Nguesso prend l'engagement devant la France et dit à la France, prenez ce que vous voulez au Congo-Brazzaville, c'est le cas pétrole, bois, tout ce que vous voulez, minerais, mais payez les travailleurs. Ça veut dire quoi concrètement? Lui n'est qu'un agent, un travailleur, un préfet, c'est ça? Non, mais c'était chef d'État. Un chef d'État. C'était chef Qui dit d'État. à un pays autre de prendre tout ce qu'il veut pourvu qu'il paye les travailleurs. Les travailleurs de qui? Les fonctionnaires de qui? Du pays où lui il est installé, c'est ça. Écoutez, M. Perrin, c'est un fait avéré. Vous savez, on peut inventer sa propre histoire pour dire sa vérité, mais il y a des faits. Les faits sont des faits. Et ce que j'énonce, c'est un fait. Et ce n'est pas pour rien que souvent il a l'habitude de dire, et je l'ai redit ici à maintes reprises, ainsi que chez vos confrères, que la France ne peut pas me chasser parce que ce que je fais, c'est la France qui me le demande. Ça, c'est Denis Sassou Nguesso lui-même qui le dit. Mais ce que ça veut également dire, quand on ne paye pas les fonctionnaires, quand on ne paye pas la bourse des étudiants, quand on ne paye pas la pension des retraités, c'est aussi la France qui demande à Sassou de ne pas payer Mais les ça, salaires. c'est une Ou question c'est que la vous France devrez... qui ne paye pas les salaires qu'elle devrait payer aux fonctionnaires congolais. Ça, c'est une question que vous devrez poser à M. Sassou s'il fait des revendications à celui qui devrait payer les fonctionnaires. Alors, on revient donc sur la campagne de répression, je disais tout à l'heure, et on rappelait l'intersyndicaliste Zebal qui venait d'être enlevé hier à 2 heures du matin par la tristement célèbre CID. On se pose désormais la question, quel est le rôle de la CID, la centrale d'intelligence et de la documentation ancienne DGST du Congo-Brazzaville. Mais Modeste Boukadia, apparemment, on est reparti, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on peut parler de la Gestapo, c'est ça? Où tout le monde est écouté, tout le monde est surveillé. Il suffit de dire quelque chose qui ne plairait pas, voilà, gourou de la secte, vous êtes pris et à la rigueur, vous êtes même assassiné.
vous savez, moi, ça ne m'étonne pas. J'ai toujours dit que l'erreur de la conférence nationale souveraine, et c'est ce que j'avais dit quand j'étais en prison, lorsque le commandant Lys avait osé dire, et c'est dans le rapport, que j'avais l'ambition de dissoudre le PCT. Et j'avais répondu au commandant Lys, qui était le patron à l'époque de la DST de la région de Pointe-Noire, du Kouilou-Pointe-Noire. Je lui avais dit ceci, c'est le PCT qui s'est dissous lui-même parce qu'il aurait dû suivre l'histoire. Tous les partis nés ou sous connotation de l'Union soviétique avaient changé de nom. Même à la maison mère, lorsque l'Union soviétique a éclaté, tous les partis, le PQ, a disparu. Mais seul le PCT a gardé la manière de fonctionner. Le nom, la manière, le drapeau, ils ont tout gardé. En réalité, ils n'avaient pas changé. Non, ça veut dire que, comme je l'ai déjà dit, que pour M. Sassou, lorsqu'il fallait être révolutionnaire, il était révolutionnaire. Quand il a découvert que l'argent était important, il est devenu capitaliste. Quand il a pensé que pour avoir le blanc-seing des francs-maçons, il est devenu franc-maçon. Quand il a pensé que les péchés d'avoir assassiné un cardinal, il fallait aller demander l'absolution chez le pape, il est allé chez le pape. Donc, il va, et je vous signale que chaque fois qu'il touche quelque chose, il dénature cette chose même dans son fonctionnement. Vous voyez, on condamne souvent les francs-maçons. Mais la franc-maçonnerie de par le monde, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit en Irlande, que ce soit en Australie, la franc-maçonnerie a construit ce pays. Mais dès que la franc-maçonnerie est arrivée au Congo et que Denis Sassou Nguesso est rentré là-dedans, ça a changé de sens. Ils ont complètement dénaturé le fonctionnement d'une institution qui permettait aux gens de discuter de manière libre. C'est exactement la même chose. Quand la France, avant que Sassou ne découvre les vertus du capitalisme, il y avait de bonnes relations avec la France. Mais dès que Denis Sassou Nguesso est arrivé avec un soutien de quelques particuliers, les rapports entre la France et le Congo se sont délités. Il y a eu la frustration. Et aujourd'hui, on se demande même quel est l'intérêt de la France d'avoir dépensé autant de milliards pour former les Africains. Parce que ces Africains-là ne sont pas utilisés. Ils sont devenus des laissés pour compte. Alors que lorsqu'on dépense de l'argent pour former des cadres, c'est pour les utiliser. Alors, quel est l'intérêt de la France d'avoir formé des Africains, d'avoir formé des Congolais, si ces Congolais traînent en France, si ces Congolais sont incapables de rentrer au Congo parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui ne veut pas que le Congo soit un État respecté. Ou peut-être que la France aussi trouve beaucoup mieux son compte avec Denis Sassou Nguesso, pourquoi pas, puisqu'elle continue à le maintenir, à le soutenir jusqu'à preuve de contraire. Nous voyons comment les choses sont en train de se dérouler. On peut continuer à penser que la France est encore derrière Denis Sassou Nguesso. Modeste Moukadia, moi je reviens sur la campagne de répression et je voudrais m'intéresser à ce que tous les Congolais ont peut-être pas découvert, parce que c'est finalement habituel aux Congolais, hein, les atteintes, soi-disant atteintes à la sûreté de l'État,
Kaben Masuka, avocat au barreau de Brazzaville, avait été enlevé. Tout le monde a suivi l'information sur les réseaux sociaux, sur les chaînes ou les médias en ligne, pourquoi pas les médias classiques. Disparu, sinon séquestré pendant plus de 10 jours. Et après, un matin, on apprend, voilà, c'est le procureur qui apparaît au Congakala pour l'accuser de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Je sais que vous êtes passé par là aussi. Alors, quand vous avez suivi ce communiqué ou cette déclaration de Congakala, qu'est-ce que vous est arrivé à l'esprit en premier? Vous savez, c'est le même narratif des États staliniens. Oko Ngakala, procureur, je crois, est le pire type de quelqu'un qui est pire que son maître, hein, qui lance des anathèmes. Quand vous faites des meetings autorisés où vous réclamez publiquement la mise en place d'un gouvernement d'union nationale pour éviter les dérives, on dit c'est une atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Donc vous comprenez que ce pays tel qu'il est là aujourd'hui engendre beaucoup de frustration et beaucoup de rancœur. Et ces frustrations et ces rancœurs sont un ferment, sont un ingrédient, sont un terreau d'explosion. C'est pour ça que je crois qu'il est malheureux pour ce pouvoir qui, 42 ans, essaie de maintenir le peuple congolais dans la peur. Tout ce que Okongakala fait, M. Perrin, n'est autre que la description ou le déroulement naturel de l'installation, de l'accentuation de la peur chez les Congolais, de telle sorte que personne ne puisse bouger. Et dans le même temps, au sein des pays occidentaux, on nous dit, mais les Congolais ne sortent pas. Comment voulez-vous qu'on dise que ça ne va pas? Donc, en réalité, pour que les pays occidentaux nous entendent, il faut que Denis Sassou en découvre la véritable horreur. Parce que jusqu'à présent, les horreurs qui se sont passées au Congo ont été tues. Donc, ce que cherche aujourd'hui l'Occident, pour qu'ils entendent que au Congo, ça va mal, il faut que le Congo, Denis Sassou Nguesso, tue encore les Congolais, tel qu'il est en train de l'organiser avec la fausse élection qu'il est en train de mettre en musique. Moi, je pense que ce pouvoir est en train de se déliter, est en train de conduire même les Congolais de bon sens à réfléchir autrement. Oui, mais Modeste Moukadi, est-ce qu'on n'est pas là dans un cas de figure où, comme qui dirait, que le PCT serait sur une pente, c'est-à-dire un chemin de non-retour, après avoir fait beaucoup trop mal et qu'ils ne peuvent plus reculer? Tout à l'heure, vous disiez ce que le PCT fait, le régime de Brazzaville incarné par Denis Sassou Nguesso fait, suscite des rancœurs, des frustrations, et moi, ça me rappelle un peu l'inquiétude, j'allais dire, du général Nyangambwala qui se posait la question sur l'avenir de son clan. Pour ne pas citer, parce que j'aime pas trop identifier les Congolais par leurs ethnies, mais il disait par son clan, l'avenir de son clan. Est-ce que ce n'est pas cette peur, finalement, après avoir fait tant de mal, et que la peur commence à conduire ce régime à faire, permettez le terme, du n'importe quoi, voilà, une répression sauvage, croyant que c'est l'issue de sortie, alors que c'est une erreur. Écoutez, c'est vrai, vous avez raison. Je voudrais vous signaler que lorsque c'est un fait,
il faut le restituer dans sa totalité pour que le fait reste identique à l'origine. Oui. Sinon, vous donnez une interprétation qui risque d'être, qui ne reflète pas la réalité. En vérité, c'était le général Norbert Dabira qui, à la réflexion, à la bonne réflexion par rapport au fonctionnement du régime PCT, s'était interrogé sur ce qu'adviendrait les Mboshi à l'issue du pouvoir de Denis Sassou Nguesso. C'était une interrogation mûrement réfléchie, mais quand il disait ça, il ne parlait pas uniquement sur les Mboshi. Il était en train de parler sur la division qui avait été savamment installée dans la population du Congo. En même temps, quand il disait l'avenir de Mboshi, il pensait à l'avenir de Teke, l'avenir de Congo, enfin, tout le monde. C'est pour ça qu'à son procès, le général Nyangambouala, responsable de la sécurité présidentielle, l'avait énoncé. Le président de la République est en train de s'occuper que de ses parents, ses enfants. D'une part. D'autre part, l'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, Sassou, que serait l'Mboshi? Il faut qu'on réfléchisse. L'énonçant dans une cour, ça voulait dire qu'ils avaient pris pleinement conscience des dérives qu'il y avait. Et je note que ce fait avait été réfléchi par un officier de très haut rang, à savoir le général Norbert Dabira, inspecteur des armées. Ça veut dire le plus grand grade qui existe. Donc, ce n'est pas n'importe qui faisait cette réflexion. C'est-à-dire qu'il a dû passer des jours et des nuits en se tenant la tête, mais où allons-nous? C'est pour ça que, en toute logique, des gens responsables, des gens mus d'une humanité certaine, se seraient retrouvés en disant, mais la réflexion du général Norbert Dabira est censée. Comment recoller tous ces morceaux pour que chaque groupe ethnique qui constitue la population du Congo soit en sécurité et qu'on ne se pose pas son existence sur le Congo. Mais au lieu de ça, les gens se sont dit, comment ils disaient à l'époque, et Bongate, toujours meilleur, allons de l'avant. Et aujourd'hui, on se trouve dans une impasse terrible. Aujourd'hui, on se trouve dans une impasse terrible, vous avez dit. Alors là, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'est la peur qui, pourquoi pas, entraîne le PCT à faire pire qu'avant, parce que la vérité c'est ça, et quelqu'un l'a dit, il y a un politique qui l'a dit, qu'actuellement le PCT est en train de faire pire. Est-ce que y aurait-il des alternatives pour rassurer le PCT afin que les choses reviennent à l'ordre, par exemple? Sinon, comment vous pressentez l'avenir du Congo dans les mois à venir? Vous savez, moi je fais de la politique, donc je suis mu par un sentiment de trouver toujours des solutions. Parce que l'art de la politique, c'est de trouver des solutions là où on croit qu'il n'y a aucune solution. Et aujourd'hui, il y a
2, 3 hypothèses qui sont sur la table. Des hypothèses qui, très certainement, d'un côté comme de l'autre, sont justes. Il y a ceux qui pensent qu'il faut aller au dialogue et ensuite aller vers un gouvernement d'union nationale. Ils ont certainement raison. Moi, je pense, c'est ce que j'ai expliqué partout, qu'il faut mettre en place une transition politique structurelle apaisée. Et c'est cette transition-là qui mettra les conditions optimales d'un dialogue ou d'une conférence afin de débattre sérieusement, sans invective, sans injure, sans acrimonie, et traiter les problèmes du fond du Congo. Oui, mais M. Parce qu'il y Boukadia, aurait- c'est vrai que vous en appelez à une transition apaisée, c'est ce que vous avez dit. Après, vous allez nous expliquer ce que ça veut vouloir dire concrètement. Mais je me souviens, lorsque vous avez proposé un gouvernement d'union nationale, rien que cette proposition vous avait coûté la prison. Et vous y êtes sorti, je crois que grâce à l'intervention de Washington. Et maintenant, vous proposez un dialogue, ou je sais pas moi, une transition apaisée à ces mêmes bourreaux où on a entendu, et c'est vous qui nous le rappelez d'ailleurs, un officier, s'il faut le dire comme ça, sinon un dignitaire de ce pouvoir, avait même voulu de votre mort parce qu'il le regrettait, il se disait, bah, pourquoi est-ce qu'on l'avait laissé partir? Il aurait fallu même l'éliminer. Donc physiquement, vous tuez, et aujourd'hui, vous parlez d'une transition apaisée avec ces mêmes personnes. Ce n'est pas Boukadia qu'il faut voir, M. Perrin. Vous et moi, nous nous connaissons. Moi, je vois l'avenir du Congo. Je vois la capacité de ce peuple congolais que je connais. Le général Pierre Oba, il est comme il est. J'avoue, j'ai été choqué quand j'ai entendu ça parce que c'est un monsieur que j'estimais beaucoup et, et surtout qu'il est du clan de Tombongo. Donc, quelqu'un qui était euh, humainement ouvert. N'est-ce pas que Et vous quand vous étiez trompé de croire à cela, non? non, non, moi je pense que chacun évolue comme il veut. Et c'est le fonctionnement de Pierre Aubin. Ça, c'est lui qui pense comme ça. Mais même si ce qu'on a dit au général Olesongo quand il s'est déplacé, quand il est parti aux États-Unis, quand il a été reçu au Pentagone, au ministère des Armées des États-Unis d'Amérique, on lui a posé la question, mais pourquoi vous avez mis Modeste Boukadia en prison? Il ne cherchait qu'un gouvernement d'union nationale. Mais quand on cherche un gouvernement d'union nationale, il ne prend pas tout le gouvernement. Il voulait changer les choses. Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que le fait de demander de mettre en place un gouvernement d'union nationale est un crime? Donc, j'en ai déduit qu'au Congo, aller vers un gouvernement d'union nationale est un crime d'État, puisque c'est ça ce qu'ils ont écrit, atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Mais peu importe. Si cette atteinte à la sûreté intérieure de l'État doit sauver le Congo, je dis qu'il faut aller vers la transition politique, structurelle, apaisée, parce qu'aujourd'hui, c'est la seule voie. C'est la seule voie qui fait que la peur qu'ils ont, écoutez, M. Perrin, imaginons un seul instant, mais je sais que vous êtes incapable de ça. Imaginons que c'est vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui et que vous avez fait ce qu'ils ont fait. Je dis bien que vous êtes incapable de ça, mais imaginons. Vous agirez de la même façon. Parce que la peur, parfois, vous pousse à faire des choses ce dont vous n'êtes pas capable. Et donc, eux, ils ont peur. Et je leur propose
la solution la plus à même à les rassurer, à la condition, bien entendu, qu'ils ne me jugent pas comme ils me jugent en ce moment-ci. Parce qu'ils pensent que Boukadia parle comme ça, il n'y aura pas de chasse aux sorcières, il n'y aura pas de règlement de compte, mais quand il sera là, il va prendre son bâton parce qu'eux, ils sont comme ça. Et moi, je ne suis pas comme ça. Donc, ce que je propose pour le Congo, c'est ce que j'avais promis. Monsieur Modeste Boukadia, lorsque vous parlez comme ça, excusez-moi, de toute façon, notre travail à nous, c'est de poser toutes les questions. J'ai l'impression que vous vous connaissez très bien avec des hommes du pouvoir et que vous avez apparemment les mêmes maîtres, parce qu'il y a des choses que vous dites. On a l'impression que ça cause le soir. C'est ça? Non, vous savez, moi, je suis un démocrate, je suis un républicain. Ma grande force, c'est que je n'ai jamais été au PCT. Et ma grande force aussi, c'est que je n'ai jamais été à l'UGC. Donc, j'ai cette liberté de penser. Ça, c'est ma grande force. Quand vous avez votre liberté de réflexion, moi, je ne dois rien à personne. Rien. Le Congo m'a payé 3 mois de bourse. J'ai travaillé pour faire mes études. Je ne dois rien. Mais je voudrais que les conditions que moi j'ai eues quand j'étais à l'école primaire, quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, quand j'étais à la faculté des sciences de Brazzaville, quand ça s'appelait encore la faculté des sciences, à cette époque-là, hein, quand les Pascal Soua étaient des doyens, quand il y avait ces enseignants qui nous poussaient, qui nous... Oui, c'est ce que je souhaite, moi, pour le Congo. C'est ce que je souhaite. Parce que on n'avait jamais eu de retard de bourse. Si on avait des retards de bourse, par exemple, d'un trimestre, on se mettait debout, la bourse était donnée, mais on n'était pas mis en prison. Alors, à cette époque-là, le Congo n'était pas aussi riche que maintenant. Donc, le fait d'avoir voulu populariser, rendre pauvres les étudiants pour les mater, pour qu'ils ne réfléchissent pas, pour qu'ils ne soient pas indépendants, intellectuellement parlant, pour qu'ils dépendent des organisations syndicales, notamment de l'UGC, pour pouvoir avoir un poste, alors c'est la mort du pays. Et moi, je veux que ce pays vive, parce que j'en connais les capacités. C'est pour ça que je dis qu'il faut arriver en s'entendre et de mettre les peurs de côté. Monsieur Christian Perrin, soyez certain que quand on a peur, on est mort. La peur tue et la honte tue. Ce que je souhaite, la sécurité pour ce pouvoir qui a failli, pour ce pouvoir qui a fait de telle sorte que le Congo soit un pays terroriste, que ce pouvoir qui a fait du Congo un pays inscrit sur la liste noire des États-Unis d'Amérique comme un pays terroriste en lien avec des organisations terroristes telles que le Hamas, le Hezbollah et les Houthis qui nous empêchent aujourd'hui d'avoir des investissements extérieurs, qui isolent sur la scène internationale le Congo, qui ne peut plus participer à des grandes réunions internationales, c'est de trouver une voie médiane. Et cette voie médiane, M. Perrin, il n'y en a pas 56. Cette seule voie médiane, c'est la transition politique, structurelle, apaisée, capable de négocier avec les États-Unis, capable de négocier avec l'Union européenne, capable de négocier avec la France et de rétablir des relations saines
avec la France. Parce que nos relations avec la France Soboukadia ne sont pas saines. Monsieur Modeste Soboukadia, pendant que vous parlez de la transition politique structurelle, c'est ça, et apaisée, de l'autre côté, la campagne a commencé, la campagne électorale, je voulais dire, pour les présidentielles ou la présidentielle de 2026. Sur le terrain, on a bien l'impression qu'il y a deux partis seulement, voilà, s'il faut les qualifier comme ça, deux partis sur le terrain qui battent déjà campagne. Je fais allusion au Parti congolais du travail, donc le PCT, mais aussi à un autre parti, c'est, comment on appelle ça, le CNR, c'est ça. Pourtant, il y a bien d'autres candidats aussi qui se sont déjà prononcés pour la présidentielle de 2026. Donc moi, j'étais en train de dire, alors que vous parlez donc de la transition politique et structurelle et apaisée, c'est ce que vous avez dit. De l'autre côté, il y a la campagne qui se mène déjà, et j'ai dit tout à l'heure, deux partis sont sur le terrain, le PCT et le CNR de Frédéric Binsamou. Comme quoi, il y aura élection pour eux. Parce que s'ils sont sur le terrain, ça veut dire qu'ils visent déjà les élections. Et nous avons vu également au niveau, bien sûr, du ministère de l'Intérieur, comment, voilà, le processus est déjà en marche, d'accord? Et on a même vu des, comment on appelle ça, des agents électoraux qui commençaient déjà, bon, à ranger du matériel que je vais vous proposer d'abord en images et on revient sur le plateau. Non, tu vas à la bureau, ça t'est tombé de travailler comme ça. Et la poisson, Voilà, alors Modeste Boukadia, donc les agents électoraux sont déjà en œuvre, en train de commencer à, je ne sais pas comment dire ça, à préparer les isoloirs et probablement ils vont passer aussi aux urnes, etc. Comme quoi l'élection est là, elle aura lieu pour eux, je dis encore. Parce que vous vous dites qu'il n'y aura pas élection et vous parlez d'une transition politique, structurelle et apaisée. Qu'adviendra-t-il finalement si on arrive jusqu'à l'élection présidentielle? Vous savez, j'ai déjà dit ceci, que le départ de Denis Sassou Nguesso est acté. Quand quelque chose est acté, on ne revient plus en arrière. Oui, c'est vous qui le dites, mais lui, il est déjà là, il est en pleine, comment dire ça, en pleine campagne. Il est en pleine campagne. Pour lui, tout ce qui se dit peut-être à côté se dit, ben, comme d'habitude, il va forcer le passage et après, une fois qu'il a proclamé, comme qui dirait, ces résultats qu'il a en poche, vous allez capituler à ce moment-là? Vous savez, je redis ceci, même si c'était quelqu'un d'autre qui était à sa place, il ferait ça. Mais je tiens à vous redire ceci. On peut inventer l'histoire que l'on veut imprimer, mais il y a des faits qu'on ne peut pas inventer. Parce que les faits restent les faits. Vous avez cité deux partis, le PCT, un parti stalinien, comme je l'ai déjà dit, et le CNR, je crois. Il y a des questions de principe et de fond qui n'ont pas trouvé leur réponse. Une première question qui a été aussi révélée par le général Norbert Dabira au cours de son procès, en disant, je cite, « C'est Nyangambwala Ngatse qui a remis les armes à Ntumi. » Ça, ce n'est pas ni vous ni Boukadia qui le dit. C'est un général. Et pendant que vous le dites, pardon, M. Modeste Boukadia, question de remettre un peu nos téléspectateurs aussi dans le contexte, pour qu'on ne dise pas que c'est nous qui avons dit, je vais proposer cet extrait à nos téléspectateurs. Suivez. J'avais été fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il
s'associer aux gens de l'extérieur qui aux rebelles. Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'ai envoyé la fiche dont on a parlé Sur les armes. le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Voilà, Modeste Moukadia, c'est bien le général Norbert Dabira qui le rappelle, hein, en plein procès d'ailleurs, où il dit... Et donc, c'est l'inspecteur général des armées. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Donc, la question de savoir en qualité de qui le général Nyangambwala Gassé a-t-il remis les armes à Frédéric Binsamo, alias Pasteur Ntoumi, est-ce qu'en tant que responsable politique? Ça veut dire que si on lui avait remis ses armes, il faut remettre les armes à tous les responsables politiques. À ma connaissance, en ce qui nous concerne, je suis aussi un responsable politique, mais je n'ai jamais reçu les armes. Et il y a beaucoup de responsables politiques que je connais qui n'ont jamais reçu des armes non plus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les armes remises par le général Nyangambwala Gassé à M. Frédéric Binsamo, alias Pasteur Ntoumi, ont servi à assassiner des policiers et des militaires et des ressortissants et des civils dans la région du pôle. Pour les policiers et les militaires, tout le monde avait vu la cérémonie qui s'était déroulée au boulevard des Armées, vous faites allusion. Là aussi, pardonnez-moi de vous couper comme ça. J'aime bien les illustrations parce qu'à ce moment-là, on ne va pas accuser les gens voilà, de diffamer ou de spéculer. On va suivre ce reportage. Le Congo a rendu hommage aux victimes du Poul mardi. Selon le bilan officiel, au moins une vingtaine de personnes, dont 11 de la force publique, ont perdu la vie dans les violences dans le département du Poul. La cérémonie en leur honneur s'est déroulée sur l'esplanade du Palais des Congrès à Brazzaville, en présence du chef de l'État et d'environ 2000 personnes. Les parents des victimes sont inconsolables. Ben oui, dans un pays où tout est mélangé, il y a la politique, il y a le social, et puis on ne sait pas à quel sens se vouer. Bon, vous voyez comment est-ce qu'on est perdu, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire. Vous avez bien dit, à peine l'élection, et puis après, on a clamé, on a beau sauter, et puis après, c'est les pleurs. Vous voyez ce que ça fait déjà. Donc, c'est vraiment une douleur immense, hein, et puis... Elle est atroce, quoi. Elle est atroce, c'est indélébile même, indélébile parce que c'est ineffaçable, on ne peut pas quand même concevoir cela. Les victimes ont été tuées au cours des affrontements survenus depuis septembre dernier dans la région du Poul. Le gouvernement accuse la milice du chef rebelle Frédéric Binsamo, plus connu sous le nom de Pasteur Ntoumi, d'être derrière ces tueries qualifiées d'actes terroristes. Rien dans la vie politique classique ne justifie qu'on donne la mort. Donc ceux qui l'ont fait ne sont plus ni dans la République ni dans le genre humain. Ceux qui l'ont fait ne peuvent pas, sur cette base-là, considérer qu'ils mènent un combat politique quelconque. Il s'agit purement et simplement d'actes de barbarie et de terrorisme. Un mandat d'arrêt a été lancé contre Ntoumi et sa bande. Oui, alors c'était au boulevard des Armées. Donc, ça, ce sont des faits. Et enfin, le président Sassou a diligenté une entreprise française, une société, la société Aurel Technologies, auquel il a signé une mission particulière. Capturer mort ou vif Frédéric Binsamo, alias Pasteur Ntoumi. Une opération supervisée par lui-même
Ça veut dire que lorsqu'on délivre un tel mandat, ça veut dire que la personne qui est en face est un grand bandit. Je pense que tout le monde a vu souvent des films de western où on disait « wanted », mort ou vif. Et la chasse à l'homme s'arrêtait lorsqu'il y avait, soit on l'avait attrapé, ou alors il y avait annulation du mandat. Ou réédition, c'est-à-dire où alors le criminel lui-même se rendait pour que, voilà, qu'il soit jugé. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais su si le mandat courait toujours ou si le mandat ne courait plus. Donc la question qu'on se pose, ces deux candidats vont aller aux élections. Est-ce que sous forme de duel, comme dans le western? Voilà. Parce que Denis Sassou Nguesso va dire, moi j'ai mis un mandat d'arrêt sur toi, mort ou vif, et l'autre va dire, vous voulez m'avoir mort ou vif, maintenant nous sommes face à face. Voilà. Ça, c'est des faits. Ce ne sont pas des inventions. Alors, dans ces conditions, comment peut-on aller aux élections? C'est la grande question. Est-ce que... Oui, mais que pensez-vous, pardon, Modeste Bokadia, que pensez-vous de ceux qui disent que la candidature de Ntoumi serait la bienvenue parce que finalement les deux ont les armes et que probablement que Denis Sassou Nguesso pourrait reculer cette fois-ci, comme il a coutume de faire, de tricher, que cette fois-ci il ne peut plus le faire parce que l'autre aussi a les armes. Vous êtes sûr que si moi je vous donne ces armes-là, vous allez me tuer avec ces armes-là? Enfin, il ne faut pas être naïf à ce point quand même. Non, moi je pense que c'est une stratégie qui est mise en place. Il faut bien aller à la transition, mais il faut dire comme si c'était une conséquence. Et la conséquence, c'est qu'il y a des affrontements et donc on appelle les gens en disant non, ben, allez, venez, on va s'asseoir, on va mettre la transition en place, un gouvernement d'union nationale après un blablabla de dialogue, ceci ou cela. C'est pour ça que je dis que le Congo a suffisamment perdu d'hommes et de femmes et d'enfants. Il y a eu suffisamment de morts que cette stratégie de M. Sassou, qui consiste à créer du désordre, une diversion avec M. Ntoumi, n'a pas de sens parce qu'il va y avoir mort d'hommes allant à la transition sans pour autant perdre des gens supplémentaires pour le Congo. Voilà ce que moi je pense que c'est une stratégie pour ne pas paraître que voilà, finalement, nous sommes arrivés à un consensus parce qu'il y a des incidents, c'est pour ça. Sinon, ce scénario-là ne serait pas mis en place. C'est un scénario qui a été fabriqué et je pense, en tout cas, c'est ce que moi j'ai expliqué aux partenaires européens avec lesquels j'ai discuté de la transition politique structurelle apaisée, telle que je l'ai définie dans le dernier exposé que j'ai fait publier. C'est comme ça que je l'ai expliqué aux partenaires. Si nous voulons réellement résoudre le problème du Congo, c'est cette voie, j'espère. Il y a d'autres voies qui sont là, que je respecte, mais je pense que beaucoup de Congolais me suivront dans cette voie-là, parce que c'est celle-là qui me paraît acceptable dans l'instant, vu que nous sommes un pays inscrit sur la liste noire des États-Unis d'Amérique et que même la France ne peut plus investir au Congo.
Parce que tout pays, toute entreprise, tout investissement qui vient au Congo sera fortement taxé par des amendes fortes des lois fédérales par rapport au traité de Rio qui nous place dans la liste des terroristes. Ça, je pense que le pouvoir du PCT ne le dit pas suffisamment aux Congolais, que nous sommes dans une impasse diplomatique et nous sommes dans une impasse au niveau des investissements extérieurs. Vous parlez donc, je reviens là-dessus, de la transition politique structurelle apaisée sous l'égide de qui? Des Congolais. Sous l'égide des Congolais. Monsieur Boukadia, nous allons passer au dernier volet de cette émission. C'est voilà, le social, vous l'avez certainement suivi, c'était lors de la quinzaine du gouvernement du 16 juillet dernier, où la ministre des Affaires étrangères, Madame Kimbaltsa, c'est comme ça qu'on l'appelle, faisait savoir, a surpris d'ailleurs certains Congolais, a déclaré avoir renoncé à un protocole d'accord qu'elle avait signé avec une organisation américaine, USAID Mint, qui avait proposé ou qui a proposé 5 000 milliards. Je n'ai pas dit 5 millions ou 5 milliards, je parle bien de 5 000 milliards. C'est presque l'équivalent de 3 ans du budget congolais. 5 000 milliards. Elle a renoncé voilà, à ce protocole d'accord sous prétexte qu'elle ne comprenait pas la contrepartie. Elle ne le savait pas. Bon, elle recevrait tout cet argent, mais en contrepartie, il y avait quoi concrètement? Le protocole d'accord, oui, c'était pour démarrer des échanges. Nous avons opté, on s'est dit oui, on va y aller, pourquoi pas, puisque nous recherchons de l'argent dans le secteur du social. Mais malheureusement, ce protocole, mais je pense que nous avons eu à échanger avec vous, M. Ndongo, plus de 5 000 milliards, Monsieur le ministre, plus de 5 000 milliards qu'on donne aux Congolais. Mais le terme de l'accord, on ne vous dit pas si c'est un prêt ou c'est un don. Mais vous avez vu, vous êtes sûr, au jour d'aujourd'hui, qu'un organisme vous donne gratuitement, sans rien attendre, plus de 5 000 milliards, pratiquement plus de le budget de la République du Congo. Plus de 5 000 milliards de francs CFA, gratuitement. Laissez-moi quand même avoir des réserves. Je préfère avoir des réserves et te faire traiter d'analphabète financier que de pouvoir accepter. Je ne pouvais pas l'accepter, déjà. Mais j'ai mis ça à la disposition de mon collègue de finances. Moi, je suis biologiste, je ne suis pas financière. Je ne sais pas. Je ne connais pas ce qu'est l'économie, la gestion des finances. Ça, vraiment, traitez-moi d'analphabète, je l'accepte. Non. De grâce. C'est pas... Vous savez, je suis en contact avec la misère. Je sais ce que c'est que des personnes vulnérables. Une personne qui ne peut pas s'acheter une plaquette de paracétamol. Un enfant qui ne peut pas manger un morceau de pain. Et donc, on ne crache pas sur l'argent. J'allais vous poser la première question de savoir si un ministre peut signer un protocole d'accord avant d'avoir lu les clauses. Mais ça, j'ai déjà posé la question à un de nos invités sur ce même plateau. Avec vous, je voudrais comprendre quelle interprétation faites-vous de ce virage, j'allais dire à 90 degrés, c'est-à-dire on va, on signe. Mais je sais qu'il y a eu des experts qui ont dû préparer le dossier. Ça a toujours été comme ça. Elle a signé, après elle renonce, mais elle ne nous dit pas explicitement qu'elle a refusé finalement de prendre les 5 000 milliards
mais elle a donné le dossier à son collègue ministre des Finances. Quelle lecture faites-vous de... Ce qui me paraît ahurissant de la part de cette dame ministre, c'est qu'elle reconnaît qu'il y a des enfants, des parents qui sont incapables d'avoir un cachet d'aspirine, comme nous le disions. Donc, quand nous disions que les Congolais sont incapables d'avoir un billet de 500 francs CFA pour s'acheter un demi-cachet d'aspirine, tout le monde nous dit, ah non, ça c'est un responsable politique, une ministre du gouvernement qui le dit. Vous voyez comment elle est habillée là. C'est qu'elle est avec toute son aisance. Quand elle dit qu'elle voit les gens qui sont incapables d'avoir un morceau de pain, si ce qu'elle dit est vrai, elle devrait démissionner. Dans un pays pétrolier en plus. Hein. Elle devrait démissionner. Parce que la question qu'on aurait dû lui poser, mais vous êtes sur le volet social. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites sur les enfants de la rue? Parce que ce qu'elle dit, ce qu'elle ne dit pas, c'est que les Koulouna et les bébés noirs, c'est la conséquence de sa politique, puisqu'elle est dans le social. C'est ça ce qu'elle ne dit pas. Et en plus, quand elle dit oh, je ne veux pas paraître, je préfère qu'on me dise analphabète, je ne connais pas les... Mais un gouvernement doit avoir, un ministre doit avoir un minimum de connaissances dans chaque domaine quand même. Elle avoue carrément que c'est une analphabète. Comment fait-elle pour gérer son budget de son ministère? Comment fait-elle si elle est analphabète sur le plan de finances? Est-ce que ça vous donne là finalement la nature même du gouvernant, j'allais dire des gouvernants qui sont à la tête du Congo, c'est ça? Oui, mais j'étais effaré qu'elle le dise par 2 ou 3 fois. On préfère me dire que je suis analphabète en finance. Mais madame, comment faites-vous pour gérer votre budget? Vous ne savez pas. Mais vous avez un budget, vous le gérez quand même. Non. Écoutez, si c'est elle à qui on a amené ce dossier, c'est que c'était de sa compétence. Et que dans son cabinet, dans son ministère, il y a des experts pour ça. Et je pense que ces experts-là, avant d'amener le dossier, sont déjà passés au niveau des finances. Et lorsque tout cela a été vu, donc on a amené pour qu'elle avalise la signature. Ce que cette dame ne veut pas dire, c'est que ce sont les effets de l'inscription du Congo sur la liste noire. C'est-à-dire? Rien ne dit que, parce qu'aujourd'hui, aucune organisation ne peut investir au Congo. Du fait de l'inscription sur la liste noire des pays terroristes, puisque aujourd'hui, même si ça me fait mal, le Congo est considéré comme un pays dangereux, terroriste, pour la simple raison que Denis Sassou Nguesso a eu des légèretés de distribution des passeports de tous ordres, que ce soit diplomatique, de service ordinaire, à des membres appartenant à des organisations terroristes, pour ne pas les citer, le Hezbollah, le Hamas et le Hutu. Ça, c'est l'administration américaine qui le dit. Donc, je crois que cet épisode-là montre bien, lorsqu'on dit « Ah, je ne connais pas la contrepartie », c'est une réponse diplomatique pour... et rien ne dit aussi que ce n'est pas le patron lui-même qui lui a dit « Hey, toi, où tu vas là hein?
Que comme là-bas, tout c'est ce, dangereux, il ne faut pas essayer. tout ce qui se fait au Congo est à la main de Denis Sassou Nguesso, puisque les autres ce ne sont que des exécutants. Parce que Est-ce je que ne je peux peux pas. comprendre par là que finalement, c'est de l'argent comme ils ont coutume de le faire, ils vont prendre de l'argent, voilà, des dettes. Après, bon, ça prend d'autres destinations, paradis fiscaux, détournements, et que finalement, là-bas, ils se sont rendus compte que on ne touche pas à un dollar ou à un centime de dollar américain sans rendre compte. Alors là, ils se sont dit, bah non, là, c'est un morceau, une patate chaude. Mieux vaut ne pas oser. C'est aussi une hypothèse. Pour un pays qui manque de liquidité, ça, surtout qu'ils ont l'avidité, hein, comme Anatole Kouliné-Makosso qui avait piqué dans les fonds de la Banque mondiale destinés à la réhabilitation des écoles quand il était ministre de l'Éducation nationale. Donc, vous comprenez la réaction de cette dame. Et on l'a certainement prévenu qu'avec l'administration actuelle, ce n'est plus la même que celle du président Biden. Il faut faire très attention. Oui, mais parce que moi, ça me paraît tout de même curieux, parce que nous sommes quand même en train de parler du Congo-Brazzaville, la République du Congo, parce que généralement, voilà, les téléspectateurs et les internautes reviennent là-dessus. Pourquoi vous appelez ça Congo-Brazzaville? Mais c'est normal, là, c'est pour faire la différence avec la RDC, parce qu'au niveau de l'étranger, la vérité, c'est que lorsqu'on parle du Congo, généralement, on voit la RDC. Et donc, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, ça ne devait pas poser problème. Et donc, moi, je me disais, la situation du Congo-Brazzaville aujourd'hui, elle est chaotique. Nous avons, au début de cette émission, nous avons parlé de la campagne de répression, qui n'est autre que le résultat, évidemment, d'un échec total d'un régime pendant 27 ans qui a ruiné le Congo-Brazzaville. Et le ministre des Finances, je rappelle ça souvent, a fait un discours, un speech où il a démontré qu'il n'y avait plus assez de ressources financières pour faire face aux charges incompressibles, salaire, pension, voilà, bourse et les services sociaux. Nous sommes en train de parler d'un pays pétrolier, un pays qui produit du pétrole, le troisième dans son rang en Afrique subsaharienne. Un pays qui produit, qui exporte du gaz, le gaz liquéfié. C'est quand même 5 millions de mètres cubes par année. Un pays qui exporte le bois, un pays qui a un port en eau profonde, un pays qui a des terres arables, 10 millions d'hectares de terres arables, un pays bordé par le fleuve, un pays qui a une façade maritime. Et le ministre des Finances vient dire qu'il n'y a plus d'argent. C'est scandaleux. Alors, il n'y a plus d'argent, cependant, sur le terrain, on voit le PCT battre campagne pour aller où? À l'élection présidentielle. Qui sera financé par qui, avec quoi concrètement? Et là, la ministre Kimbassa vient nous dire non, on a voulu nous donner, bon, on a négocié, on a trouvé quand même 5 000 milliards, je répète, 5 000 milliards, et elle dit, j'ai renoncé parce que je ne comprenais pas la contrepartie. C'est vraiment une comédie. Hein. Écoutez, que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? Non. Revenons sérieusement sur le fond du problème. Ce n'est pas 27 ans, monsieur Perrin, c'est 42 ans de pouvoir. Oui, avec Sassou 1, Sassou 2, oui. C'est 42 ans de pouvoir. Et c'est là où ça donne le vertige. 42 ans de pouvoir, fait d'intimidation de la population, fait de déstabilisation des pays voisins. Vous souvenez-vous, j'avais attiré l'attention de l'implication du Congo-Brazzaville dans... J'avais attiré l'attention du porte-parole
du gouvernement, M. Thierry Mongala. Je l'avais dit quand je m'étais posé la question du rôle de Brazzaville dans le désordre de Kinshasa. Et que j'avais dit que entre Kinshasa et nous, nous avons des liens séculaires. Et ce d'autant plus que ce pouvoir-là, tous les hommes ont presque toutes leurs femmes qui viennent de la République démocratique du Congo, où ils ont des enfants. Et ils sont prêts à le déstabiliser. Monsieur Thierry Mongala était venu dire, ah oui, c'est un fake news. Alors je lui avais dit, mais quand on est porte-parole, on fait très attention de la manière dont on parle. S'il y a une information, il faut savoir la gérer, il faut savoir la présenter. À sa place, j'aurais dit, effectivement, nous avons reçu le président Kabila, Monsieur le président Paul Kagame, nous avons discuté pour trouver une issue heureuse de réconciliation entre le Rwanda et la RDC. Ça paraissait mieux, même si c'était du mensonge, que de traiter que c'était de fake news. Alors que tout le monde sait que la République du Congo, Brazzaville, a mis en place une structure pour déstabiliser la RDC, ainsi que le Tchad, comme je l'ai déjà dit. Et aujourd'hui, c'est révélé partout. Donc, je pense que cette élection-là cache un autre enjeu. Il faut dire les choses correctement. Un autre enjeu, quoi par exemple? À quoi vous pensez? Une déstabilisation beaucoup plus globale. Voilà. En d'autres termes, vous vous souvenez que tout le monde, dont moi, avons dénoncé la présence des militaires dans une partie du sud du Congo. Dans le Niari, oui. Près de 9000 sujets étrangers. Ces militaires rwandais, qu'est-ce qu'ils étaient venus faire là? Parce qu'il ne faut pas oublier tout ça aussi. Donc c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, la politique doit primer. Donc ce n'est pas la peine de faire une fuite en avant avec des massacres en perspective, même si au niveau de l'Union européenne, on nous a dit que mais les Congolais ne sortent pas. Et j'ai dit, s'ils sortent, c'est un carnage. Parce que on ne provoque pas un criminel. Vous provoquez un criminel, il vous provoque que c'est un criminel. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut rester sans rien faire. C'est la raison pour laquelle nous sommes attachés véritablement à la mise en place d'une transition politique, structurelle, apaisée, et que c'est la garantie même de Denis Sassou Nguesso. Parce que l'État de droit que nous allons mettre en place va veiller à ce que les droits des Congolais, quels qu'ils soient préservés. Je dis que ce sont des décisions politiques et non des décisions de justice. La justice et l'histoire, c'est après. Aujourd'hui, ce sont des décisions politiques qui s'imposent. Nous avons eu des pays qui ont connu presque la même histoire que nous. Le Chili, le Ghana, l'Afrique du Sud.
ils y sont arrivés. Pourquoi pas au Congo? Qu'est-ce qui fait qu'au Congo, les gens qui sont au pouvoir sont à ce point-là intraitables? Est-ce qu'ils sont animés d'une présence, d'une analyse qui leur confère quand même un jugement, où ils se disent « ma vie n'a pas de sens, qu'on vienne me tuer là où je suis ». Alors on se pose la question, ce ne sont pas des politiques donc. Voilà. Si c'était des politiques, si ce sont des Congolais, je pèse bien mes mots, pourquoi veulent-ils aller jusqu'au boutiste, comme s'ils n'étaient pas des Congolais, comme s'ils étaient, pardonnez-moi, comme s'ils étaient des envahisseurs? On ne peut repartir que là si nous sommes exterminés. Je pense que tout le monde a vu des films des films des envahisseurs. Est-ce que les gens du PCT, est-ce que ce sont des Congolais nés au Congo ou des étrangers qu'on a élevés dans des cocons et c'est devenu donc des monstres qui ne voient pas la misère telle que l'a décrite Madame Kimbata. Voilà, en disant qu'il y a des Congolais qui sont incapables d'avoir un cachet, la moitié d'un cachet d'aspirine. Ça, c'est une ministre qui le dit. Et il faut rappeler que nous sommes là en train de parler d'un pays d'à peine 6 millions d'habitants, si l'on peut considérer le dernier recensement de la population, voilà, donc, recensement général de la population d'habitat. Tout ça nous interroge. C'est pour ça que je ne désespère pas que dans ma dernière livraison, je me suis adressé à tous les partis reconnus et en voie de reconnaissance. Je me suis adressé aux chefs d'entreprise. Je me suis adressé aux syndicats patronaux, aux syndicats des travailleurs, à tout le monde, à tous et à la diaspora, qu'il est temps de, quelle que soit notre vision du Congo, mais de s'atteler à ce qu'il n'y ait pas une explosion telle que Denis Sassou Nguesso le prépare avec son collègue Frédéric Bensamou, alias Pasteur Ntoumi. Ce que nous voulons, c'est la tranquillité. Nous ne voulons plus de guerre au Congo. Nous voulons rétablir des saines relations avec tout le monde. Nous voulons faire de telle sorte que la transition politique structurelle apaisée amène des solutions qui permettront à ce que nous soyons de nouveau un pays souverain, non inscrit sur la liste noire des États-Unis. Et ça, le PCT aujourd'hui est incapable de résoudre cette équation-là parce que c'est le PCT qui a posé cette équation. La présence même de Denis Sassou Nguesso à la tête du pays empêche la négociation sur le retrait de la liste noire des États-Unis d'Amérique. En d'autres termes, c'est Denis Sassou Nguesso est politique comme on dit que c'était un stratège politique. C'est le moment qu'il doit montrer sa stratégie politique pour dire je suis venu, j'ai amené le pays jusqu'à ce niveau-là, mais aujourd'hui, c'est autrement que je dois faire. Autrement dit, ce que l'histoire va retenir pour lui,
c'est quelqu'un qui a semé la terreur. Je dis bien terreur sur les consciences congolaises. Merci Modeste Boukadia. Je rappelle que vous êtes président du Cercle des démocrates et républicains du Congo, le CDRC. C'est un réel plaisir de vous avoir encore compté sur notre plateau R7 et on se dit donc au revoir et à très bientôt. À très bientôt, M. Perrin. C'est toujours une joie et j'espère que les Congolais m'ont bien suivi. C'est notre patrimoine. Le Congo, c'est notre héritage à nous tous. Nous avons souffert. Et c'est nous qui avons la capacité aujourd'hui de le laisser aux générations futures avec des semis tellement porteurs. Nous devons emprunter le pont qui se décline en TOPESA, TPSA, TOPESA, TPSA au Congo pour que cette transition amène à l'union nationale, qui est le prélude de la mise de la nation congolaise. Tous les chefs d'État, depuis le premier président du Congo jusqu'à Denis Sassou Nguesso, quel que soit ce qu'ils ont fait, l'objectif final qui nous incombe, à vous, M. Christian Perrin, à nous, à travers nos débats, nos échanges, qui ne doivent pas être des échanges vains, mais des échanges qui éclairent la route et qui sont en même temps les matériaux de construction de ce pont pour que nous quittions la rive sale, noire d'aujourd'hui vers la rive de demain du Nouveau Congo. Merci beaucoup et c'est la fin de cette émission, mesdames, messieurs. Grand merci de nous avoir encore fait confiance, de nous avoir suivis. Le petit geste qui compte pour nous, c'est de cliquer sur le petit pouce solaire juste en bas de la vidéo, visiter, vérifier très bien, partager massivement et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission, mais aussi des autres productions. Cela nous fera énormément plaisir. Merci et à très bientôt.